Bonjour, sixième cours de culture scientifique, deuxième partie, une histoire de la théorie de l'évolution, l'origine des espèces. Alors, je vous propose un petit film dont le titre est étonnant, Création, alors qu'on parle de Charles Darwin et de sa théorie de l'évolution, donc c'est très étonnant. Mais j'ai trouvé quelques petits extraits qui étaient assez étonnants, dont je ne vous passerai pas, mais je peux vous les décrire. Donc là, on voit une rencontre hein, autour des amis très proches de Charles Darwin que sont Hooker et Huxley, et qui viennent rendre visite à Charles Darwin. Et les deux, Huxley est plutôt sur, Hooker est plutôt sur la retenue, ne parle pas beaucoup, mais Huxley est très agressif et c'est un des grands défenseurs des idées de Darwin, hein, et donc le pousse à écrire son livre, à publier son livre, et il lui dit une phrase terrible, et Charles Darwin, ça le plonge dans un abîme de perplexité, hein, il se pose des questions, il n'est pas en forme, hein, suite à ce voyage qu'il avait effectué, il est toujours un petit peu malade, et là, il lui dit, mais dans cette théorie, dans cette idée que vous allez développer dans ce livre, mais c'est formidable, vous allez tuer Dieu. Et là, Charles Darwin est complètement décontenancé parce que c'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, il ne veut pas, il pense que la société a besoin de ces religions pour se structurer. Et donc on le voit, ce conflit, on l'a vu déjà avec Galilée, on le reverra. Il y a beaucoup, ces gens-là étaient partagés entre cette idée, leur croyance. Hein, alors Charles Darwin va, à la suite de la mort de ses filles, hein, va devenir plutôt agnostique. Mais bon, il a quand même quelque chose, il est persuadé que la société s'appuie sur quelque chose qui la constitue comme la religion. Donc voilà, on voit ce côté très agressif de Huxley, et puis cette immense théorie qui va bouleverser tout quoi, sur l'origine des espèces. Donc revenons à l'origine des espèces, le livre hein, qui est publié en 1859, dont le titre est The Origin of Species, by means of natural selection, or the preservation of favored races in the struggle for life. Donc dans le titre, il y a tout. Lors de mon voyage à bord du navire Le Beagle, dans l'introduction, je vous lis une partie de l'introduction, lors de mon voyage à bord du navire Le Beagle, en qualité de naturaliste, j'ai été profondément frappé par certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés qui peuplent l'Amérique méridionale et par les rapports géologiques qui existent entre les habitants actuels et les habitants éteints de ce continent. Ces faits semblent jeter quelques lumières sur l'origine des espèces, ce mystère des mystères, pour employer l'expression de l'un de nos plus grands philosophes. À mon retour en Angleterre, en 1837, je pensais qu'en accumulant patiemment tous les faits relatifs à ce sujet, qu'en les examinant sous toutes les phases, je pourrais peut-être arriver à élucider cette question. Après 5 années d'un travail opiniâtre, je rédigeai quelques notes, puis en 1844, donc 15 ans avant 1859, je résumais ces notes sous forme d'un mémoire, où j'indiquais les résultats qui me semblaient offrir quelques degrés de probabilité. Depuis cette époque, j'ai constamment poursuivi le même but. On m'excusera, je l'espère, d'entrer dans ces détails personnels. Si je le fais, c'est pour prouver que je n'ai pris aucune décision à la légère. Donc vous voyez le travail forcené de Charles Darwin pendant des décennies pour aboutir à cette idée et cette difficulté pour lui de publier. Donc voilà, en 59, après plus de 20 ans de travail, Darwin publie L'origine des espèces sans prendre en compte l'homme. Hein. C'est 1871 pour l'homme. Il y aura un autre livre. On the Origin of Species, by means of natural selection, or the preservation of favored races in the struggle for life. Vraiment, l'origine des espèces hein, par sélection naturelle et la préservation des espèces les mieux adaptées hein, pour la lutte pour la survie. Donc tout y est. Un autre petit extrait de film que je ne vous montrerai pas. Donc c'est là on voit le débat entre Emma qui est très religieuse et Charles sur la publication de ce livre. Emma sait ce que veut dire le contenu du livre et Charles lui dit eh bien je te propose le manuscrit, lis-le et dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu penses que c'est bien que je le publie. Et c'est toi qui décideras si on le publie. Et donc on voit Charles se coucher, se réveiller la nuit, voir Emma lire toute la nuit, et le lendemain matin, le film est bien fait, je trouve que c'est bien fait, on voit Emma qui est dans le jardin, qui a fait un feu, et on voit Charles sortir en robe de chambre, affolé, en se disant non, elle n'a pas brûlé mon manuscrit. Il arrive vers Emma, puis il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et elle le regarde, et elle lui dit je crois que tu peux l'envoyer à l'édition. Ah. Et donc le livre va être publié. C'est beau.
Comment savoir si les individus qui sont appartiennent ou non à la même espèce ou une même sous-espèce? Eh bien, regardez le diagramme ramifié expliquant dans le chapitre 4 de la sélection naturelle, la sélection naturelle de l'origine des espèces, la divergence des formes organiques à travers une série de variations et d'extinctions. Espèces d'un grand genre dans un pays inégalement semblables entre elles, ce que traduit l'espacement inégal des lettres. Donc on voit des espèces à l'origine, puis A est une espèce commune largement répandue, variant beaucoup. L'intervalle entre deux lignes horizontales représente par convention 1000 générations. Les lignes ramifiées représentent sa descendance, elle aussi éminemment variable. 8 espèces descendantes de A, 6 espèces dérivent de I. Les 9 autres espèces B, C, D, E, F, G, H, K ont produit pendant des durées extrêmement variables des descendants non modifiés. Donc on voit cette idée de ramification. Cette esquisse datée du 21 avril 1868, soit plus de 30 ans après son voyage. Charles Darwin tente de préciser les relations de parenté entre l'homme et les autres primates. Donc on voit déjà là. Et donc en 1871, la filiation de l'homme, en incluant l'homme dans sa réflexion The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Donc dans ce livre, dans la préface, résumé d'ensemble et conclusion. Dans la conclusion, la conclusion principale à laquelle je suis parvenu dans cet ouvrage et qui est de nos jours soutenue par de nombreux naturalistes parfaitement compétents pour formuler un jugement solide est que l'homme descend de quelque forme moins hautement organisée. Donc voilà, la sélection sexuelle dépend du succès remporté par certains individus sur d'autres du même sexe relativement à la propagation de l'espèce, tandis que la sélection naturelle dépend du succès des deux sexes à tout âge, relativement aux conditions générales de vie. La lutte sexuelle est de deux sortes. Dans un cas, elle a lieu entre les individus du même sexe, généralement les mâles, pour chasser leurs rivaux, les tuer, les femelles restant passifs, tandis que dans l'autre, la lutte a lieu également entre les individus du même sexe pour exciter ou charmer ceux du sexe opposé, généralement les femelles, qui ne restent plus passifs mais choisissent les partenaires les plus agréables. Cette dernière sorte de sélection est très analogue à celle de l'homme, d'une manière non intentionnelle et pourtant efficace, fait supporter à ses productions domestiques quand il conserve au cours d'une longue période les individus les plus plaisants ou les plus utiles sans désirer modifier la race. La croyance dans le pouvoir de la sélection sexuelle repose principalement sur les considérations suivantes. Certains caractères sont limités à un seul sexe, et cela seul rend probable le fait que dans la plupart des cas, ils sont en rapport avec l'acte de reproduction. Dans de multiples exemples, ces caractères ne sont pleinement développés qu'à la maturité, souvent au cours d'une partie de l'année seulement, qui est toujours la saison de reproduction. Les mâles, si l'on néglige quelques cas exceptionnels, sont les plus actifs dans la cour nuptiale, ils sont mieux armés, ils se rendent les plus attrayants de diverses façons. Il faut spécialement observer que les mâles déploient leurs attraits avec un soin recherché en présence des femelles, et qu'ils ne les montrent que rarement ou jamais, si ce n'est durant la saison des amours. On ne peut croire que tout cela soit gratuit. La principale conclusion à laquelle je suis parvenu dans cet ouvrage, à savoir que l'homme descend de quelque forme d'organisation inférieure, sera, je regrette de le penser, hautement déplaisant pour beaucoup. Mais on ne peut guère douter que nous descendions des barbares. L'étonnement que je ressentis en voyant pour la première fois un groupe de Fuégiens sur une côte sauvage et accidentée, je ne l'oublierai jamais, car aussitôt me vint brusquement à l'esprit cette réflexion. Tels étaient nos ancêtres. Ces hommes étaient absolument nus et barbouillés de peinture, leurs longs cheveux étaient emmêlés, leur bouche écumée d'excitation, et leur expression était sauvage, effrayée et méfiante. Ils ne possédaient presque aucun art, et tels des animaux sauvages, ils vivaient de ce qu'ils pouvaient attraper. Ils n'avaient pas de gouvernement, ils étaient sans pitié à l'égard de quiconque n'appartenait pas à leur petite tribu. Celui qui a vu un sauvage sur sa terre natale n'éprouvera guère de honte s'il est forcé de reconnaître que le sang, quelque créature plus humble, coule dans ses veines. Pour ma part, je préférerais descendre de ce petit singe héroïque qui brava son ennemi redouté afin de sauver la vie de son gardien, ou de ce vieux babouin qui, descendant des montagnes, arracha triomphalement son jeune compagnon à une meute de chiens étonnés, plutôt que d'un sauvage qui prend plaisir à torturer ses ennemis, qui offre des sacrifices sanglants, qui pratique l'infanticide sans remords, qui traite ses femmes comme des esclaves, qui ignore la décence et qui est habité par les superstitions les plus grossières. C'est beau. Donc un résumé de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. 1. Les organismes varient et leurs variations se transmettent, en partie du moins, à leurs descendants. Darwin ignore comment, bien sûr, la génétique n'est pas là. Les organismes produisent plus de descendants qu'il ne peut en survivre. 3. En règle générale, le descendant qui varie dans la direction favorisée par l'environnement survivra et se reproduira. La variation favorable se répandra donc dans les populations par sélection naturelle. Jamy, dans ses Pas sorciers, nous réexplique ce qu'est cette théorie de l'évolution. La bataille d'Oxford, donc l'université d'Oxford organise en juin 1860 un débat contradictoire entre le biologiste évolutionniste Thomas Huxley et l'évêque d'Oxford Samuel Wilberforce. Donc un défenseur du créationnisme, Dieu est à l'origine,
défenseur de l'évolutionnisme, il y a une évolution. Alors c'est le grand-père, je crois, de Aldous Huxley, qui sera le grand écrivain qui écrira Le meilleur des mondes. Donc, d'un côté, le défenseur du créationnisme dit aux défenseurs de l'évolutionnisme, vous descendez des singes par votre grand-mère ou par votre grand-père? Réponse de Huxley, si vous me posez la question de savoir si je préférerais avoir pour grand-père un humble singe ou un homme très doué intellectuellement et disposant de grands moyens d'influence, mais qui n'emploierait tous ses dons et ses pouvoirs que pour tourner en ridicule une grande question scientifique, je dirais sans hésiter que je préfère le singe. On retrouve les propos de Charles Darwin dans son livre, sur la descente of man, sur l'origine des hommes. Charles Darwin meurt le 19 avril 1882, donc il a des funérailles officielles et il est incinéré. Il est enterré à l'abbaye de Westminster, bien sûr à côté d'Isaac Newton et des rois d'Angleterre. Les opposants se déchaînent, donc on voit par exemple dans cette revue, The Darwin Craze, un rassemble des opinions opposées à la folie darwinienne. Donc il y a, on voit, si on lisait ici, le texte qui est un peu, peut-être j'ai un peu grossi, The Science of his book which have made his chief title to fame, The Origin of Species, and still more The Descent of Man, is not science, but a mass of assertion, and absolutely gratuitous hypothesis. En fait, voilà, donc il ridiculise les idées de Charles Darwin. La scientificité des observations de Charles Darwin au XIXe siècle en faveur de la théorie de l'évolution. Sur quoi s'appuie Darwin pour affirmer l'évolution? Sur des observations d'anatomie comparée, de paléontologie, de géographie, qui ne sont peut-être pas des preuves scientifiques. C'est un problème pour cette théorie avant la découverte de l'ADN. Donc c'est probablement pas des preuves scientifiques. La grande question sans réponse de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, c'est comment se transmettent les variations observées chez les descendants. Et la génétique donne la réponse, mais plus tard. Qu'est-ce qu'un gène? Donc au XXe siècle, la théorie synthétique de l'évolution, suite du néo-darwinisme, bien sûr, Charles Darwin est redécouvert au XXe siècle. On le met en parallèle des lois de l'hérédité, là, cette fusion entre la génétique des populations et la théorie de l'évolution donne la théorie synthétique de l'évolution. Donc l'argumentaire de l'évolution, embryologie, anatomie comparée, paléontologie. Embryologie comparée, on voit Ernst Haeckel, un défenseur de la théorie de l'évolution, montrer le processus de différenciation des espèces à travers 3 stades successifs du développement embryonnaire. C'est dessiné par Haeckel, mais il exagère la réalité pour soutenir Darwin. Donc on voit le poisson, la salamandre, le poulet, l'homme, on voit bien, mais il semblerait qu'elle est exagérée. Et cet arbre de l'évolution des espèces vivantes, qui maintenant est plutôt un buisson ardent, ce qu'on avait vu. Donc voilà l'embryologie comparée entre un chien et un embryon humain. L'anatomie comparée, donc membre antérieur, membre postérieur, pour une évolution de la patte du cheval à travers l'ère tertiaire. Donc on voit cette évolution, anatomie comparée. Entre l'homme, le chien, l'oiseau, la baleine, il y a une homologie des différents os des membres antérieurs des 4 vertébrés. L'anatomie comparée, homologie des os du membre antérieur chez le dugong et la chauve-souris. L'anatomie comparée toujours, persistant d'un plan d'organisation du corps comportant 4 membres durant de vastes périodes de temps, à travers des conditions d'environnement très variées. On voit les mammifères, reptiles, amphibiens, poissons. La paléontologie animale, le nautile, un mollusque vivant, et les ammonites, une coquille fossile. Donc on voit cette parenté. Les implications de la révolution, pourquoi ça a provoqué un problème dans la société. Il y a des implications philosophiques, sociologiques, politiques et morales. Premier point, à cause de l'existence ou non d'un créateur, l'idée d'évolutionnisme est associée au fait que les espèces ne sont pas nées ex nihilo, créées par une force surnaturelle, mais sont issues d'espèces précédentes. Charles Darwin, sur cette idée, s'opposait à la plupart des intellectuels et scientifiques qui, au milieu du 19e, étaient créationnistes, croyant une intervention divine. Deuxième point, à cause d'Herbert Spencer, un libéral intégriste, père du darwinisme social et chantre de la survie des plus aptes, donc il justifie par l'idée darwinienne qu'il faut abandonner les pauvres à leur triste sort. Eh bien non, la société va comprendre qu'il y a une autre façon de voir les choses. Le darwinisme social, la sélection naturelle dans le mécanisme de l'évolution est transposée dans le monde socio-économique. On parle de sélection naturelle à propos de l'élimination des individus considérés comme inférieurs ou inadaptés, l'eugénisme, aux purifications de la race. On justifie au nom de la lutte pour la survie la jungle économique et l'oppression du plus faible par les plus forts. Ce qui n'était pas du tout l'idée de Charles Darwin. Je vous remercie. Au revoir.